Alors le thème du débat c'est... Non mais on compte sur vous pour nous le dire en fait, parce que on n'a pas de programme. Il y a un modérateur qui démarre tout seul. Non, il y a un modérateur, je l'ai vu tout à l'heure. Mais bon, c'est un ancien flic, alors il... Mais en fait... Oui, c'est vrai que c'est un ancien flic. Donc tu peux peut-être poser la première question, Olivier. Hein, Olivier, tu peux peut-être poser la première question, interrogatoire. Interrogatoire. Vous étiez toute la nuit du jeudi 12. C'est tout ce que je sais faire. Alors le jeudi 12 mai ou 12 juin? Tous les jeudis. Alors les jeudis 12 en général, je vais voir mon médecin. Ton psy. Et la dernière fois que je l'ai vu, il était vraiment pas bien. Je lui ai conseillé de ne pas prendre d'antibiotiques, car on ne sait pas si c'est un virus ou une bactérie. Et donc, je dis, voilà, c'est 33 €. 33 €, 33 €, 10 minutes de consultation. C'est une bonne affaire. Donc, alors, Olivier Norek. Alors vite un modérateur parce que ça va commencer à être long. Alors, dans surtension, que voulez-vous dire exactement par surtension? On y va dans l'officiel. Oui, on y va. J'ai voulu pousser mes personnages jusqu'à leur point de rupture parce que je pense que c'est justement à ce point de rupture qu'on découvre qui on est réellement, une sorte d'animal total. Quand tu veux. Mais je voulais mettre au milieu, mais les jeux, là c'est rappelé quoi. C'est la vedette américaine, nous l'applaudissons bien fort. On avait un micro. Vous entendez bien? Eh bien, merci d'être venu. Merci à toi surtout. Donc, vous savez le coup d'attendre parce que vous avez des pointures. Là, vous avez ce qui se fait pratiquement de mieux au niveau de l'écriture et de romans de séries de téléfilms. La Farc Saint-Hilaire. Pas capable de cette idée, non. Au niveau national notamment. Donc, moi, je suis moi-même très impressionné, très ému. C'est pour ça que je n'osais pas rentrer. Et c'est l'occasion pour vous d'écouter, de découvrir peut-être pour pas mal d'entre vous ce que c'est que l'écriture. Alors, vous connaissez l'écriture des livres, eux aussi. Mais ce que vous connaissez peut-être moins, c'est un peu cet univers d'écriture lié aux séries, aux téléfilms, aux écritures de cinéma, les scénarios, tout ça. Et là, on en parlera avec eux. Donc, ils ont fait toutes les séries qui sortent à l'heure actuelle dans les séries télévisées, tout ce qui est film, adaptation et tout. On a des pointures, donc on le redit. Ça sera l'occasion de les laisser s'exprimer sur ça, sur un peu leur travail au quotidien et sur des choses que vous aurez beaucoup de questions à leur poser dans la foulée. Donc, qui c'est qui veut commencer? On expliquera un petit peu ce que vous faites au parcours. Hein, mais, bon, Il y a un régisseur, ouais. Donc oui, on a donc Olivier Norek qui a écrit déjà 3 romans, qui prépare des adaptations encore au cinéma, un film, c'est pas rien. Il a écrit dans la série Engrenage, c'est une grosse série, hein, une série qui est, on en parlait ce matin avec ceux qui étaient là dès le débat de ce matin, mais voilà. Donc après, on arrive à René Manzor, au bout là-bas. Donc, qui pareil, alors lui, il a une expérience à la fois de cinéaste, de réalisateur scénario, cinéma, une grosse écriture aussi,
des adaptations de plein de séries de romans, tu en parleras, René. Voilà, Nico Takian à côté de moi, c'est pareil, c'est un peu le même cursus, beaucoup de présentations d'ouvrages au départ, il y a de l'écriture au départ et après il y a toute cette adaptation d'œuvres au cinéma, séries télé, qui vous racontera son expérience, et Laurent également Scalès qui lui, pareil, a écrit beaucoup de livres, d'adaptations, de téléfilms. Gilles Bellefonte a écrit des romans au départ, et puis pas mal de séries. Alors l'une des dernières, elle passe encore, c'est Shérif. Voilà, entre autres. Ils parleront de toute leur expérience à ce niveau-là. Donc on part de l'écriture. Nous ici, au départ, on part sur un salon d'écriture de polar, mais après tout ce qui est intéressant, c'est cette façon qu'ils ont d'écrire et comment leur expérience, comment ils en sont peut-être arrivés là. Qui c'est qui veut démarrer? Qui c'est le plus ancien? Le plus ancien. Pas une balance, moi. Donc, René, tu peux peut-être démarrer. Arrive là. Pas trop longtemps, j'espère qu'on pourra. Il y a un petit coup, ouais, il faut le. Il fait des bruitages aussi. Il est spécialisé dans le bruitage. Bonjour. Oui, tu disais quoi? Qu'est-ce que je dois dire? C'était le plus ancien. Voilà, j'ai eu l'occasion de démarrer justement sur le sujet, à la fois l'écriture. Je suis le plus ancien. L'écriture de quoi? Alors on part sur ça, ce qui est intéressant, c'est que ça, peut-être l'écriture, partir de l'écriture classique d'un livre, d'un roman, et puis ton expérience par rapport au cinéma, à l'écriture en général, de tout ce qui est... Moi, c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, j'ai commencé par des scénarios. Le premier scénario que j'ai écrit, en fait, j'étais très jeune à l'époque. J'avais 25 ans, c'était Le Passage, un film qu'a produit Alain Delon. Et quand il a lu le scénario, enfin ce que je croyais être un scénario, il m'a dit: j'ai beaucoup aimé votre roman. Parce que je ne savais pas écrire les scénarios, donc en fait quand on écrit adolescent, soit c'est des poèmes, soit c'est de la prose, et de la prose à ce moment-là, c'est la première expression, elle est romanesque en fait, parce qu'on ne découpe pas, on ne sait pas ce que c'est qu'un découpage. Et donc c'est au travers d'un travail avec lui d'ailleurs, que j'ai réussi à transformer mon roman en scénario. Et puis après, donc j'ai appris mon métier de cinéaste, et j'ai continué à faire des films. Et en fait, j'ai toujours eu ce petit, pas regret, mais cette petite question dans ma tête de me demander si c'était vraiment la meilleure façon de raconter une histoire que de la faire à travers les images, plutôt qu'à travers les mots. Et il y a de ça à peu près 6 ans, avec l'âge venant, je me suis rendu compte que pour faire un film, quand on voulait vraiment faire le film qu'on voulait faire, c'est-à-dire ne pas faire de concessions par rapport au film qu'on voulait faire, ça pouvait prendre 3 ans de votre vie. C'est-à-dire, oui, vous pouvez enchaîner de film en film sans faire vraiment une carrière d'auteur, en faisant ce métier en tant que réalisateur technique, disons. Mais pour faire des films qui vous tiennent à cœur, qui bousculent les modes, qui ne sont pas forcément les films que les gens attendent de vous, à ce moment-là, vous pouvez mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et du coup, l'espace s'agrandit entre mes films, le temps qu'il est passé entre mes films. Et j'ai eu très tôt une expérience formidable après cette espèce de coup de fée, de conte de fées, de rencontre avec Delon qui a produit mon film, donc Le Passage. C'était un film que j'ai essayé de monter à 19 ans. J'ai mis 6 ans à essayer de convaincre quelqu'un de monter le film, et finalement c'était la personnalité du cinéma français qui était la plus couillue, disons, qui a parié sur un jeune cinéaste qui avait fait 2 courts-métrages, ce qui vous dit à quel point le bonhomme
couillu, parce que moi aujourd'hui, qui est son âge quand il a fait mon film, je ne sais pas si malgré mes 30 ans d'expérience dans le cinéma, je donnerais un premier rôle à quelqu'un qui a fait un court-métrage, 2 courts-métrages. Est-ce que je donnerais à un comédien le premier rôle de mon film? Je me rends compte de ce que ça représentait. Mais pour la faire courte, il y a eu une expérience qui a suivi, qui était une expérience américaine. En fait, j'ai eu la chance d'être remarqué par la productrice de Spielberg et invité à travailler à Hollywood dans leur façon à eux de faire des films. Et j'ai connu une deuxième expérience à ce moment-là d'écriture, qui est très différente de la nôtre, où le scénario a beaucoup plus d'importance, où ce n'est pas forcément le metteur en scène d'ailleurs qui fait le scénario. Et c'était une époque où le cinéma était la première industrie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la première industrie des loisirs, c'est les jeux vidéo. La deuxième, c'est la télévision. Et la troisième, c'est le cinéma. Il y a toujours le côté cinéma, mais en fait, ils sont à la 3e place maintenant au niveau du marché. Donc, le métier a complètement changé. Mais l'écriture, c'est toujours resté quelque chose d'important. Et donc, pour moi, là-bas, ce que j'ai vécu surtout comme expérience, c'est le travail, cette espèce d'université de l'écriture, où finalement, un film repose essentiellement sur son scénario, que le film soit bon ou mauvais d'ailleurs. C'est-à-dire que l'accent mis sur le scénario, on n'engage pas des fonds ni des comédiens avant que le scénario corresponde à certaines attentes. Et donc il y a tout un travail qui m'a énormément apporté, moi, en tant que conteur, disons, parce que je n'arrive pas à me définir en tant que cinéaste ou romancier, mais en tant que conteur. Et en revenant en France, après 20 ans, finalement, de travail, je pensais rester 4 mois, je suis resté 20 ans, j'ai eu envie de retrouver la langue française et de retrouver mon expression première avant le cinéma, qui était finalement l'écriture, comme disait Delon, romanesque. Et c'est pour ça que depuis maintenant 6 ans, j'écris et j'ai cette sensation de pouvoir être complètement libre dans ce que j'ai envie de raconter, sans concession. On en parlera tout à l'heure des concessions à faire, notamment à la télévision. Il y a de très bons représentants ici pour balancer. Et liberté totale, et puis aussi de penser que finalement une histoire, c'est une histoire, quoi. Alors, on peut mettre des millions pour essayer de la raconter, mais on peut mettre du temps et de la passion pour essayer de la raconter. Et donc aujourd'hui, alors c'est peut-être l'âge venant qui me dit que j'ai plus à faire cette espèce de croisade, de chasse à l'argent, parce qu'on est un mendiant, en matière de scène, c'est un mendiant qui cherche de l'argent à convaincre les gens que l'histoire qu'il cherche à raconter est une bonne histoire. Alors finalement, il suffit de l'écrire et de la donner à lire à des gens qui sont prêts à la lire. Et c'est ce chemin, ce raccourci que je prends aujourd'hui avec le bonheur, après toute une vie consacrée à l'écran, de me dire que la force des mots, que les mots sont beaucoup plus forts que les images, parce que les mots sont ambigus, les mots ont une signification différente pour les lecteurs, alors qu'une image, quand on fait un film, on impose son imaginaire à des gens qui, on l'espère, le trouveront intéressant, alors que quand on écrit un roman, c'est l'imaginaire des gens qui est en marche. C'est eux qui font le film, c'est eux qui réalisent le film, c'est eux qui font le casting. D'ailleurs, quand ils voient un film à l'écran, ils disent « pas comme ça, la fille, le mec il est comme ça, là, c'est quoi cette histoire ?» Parce qu'ils ont leur propre lecture, et le cinéaste qui fait le film a sa lecture, qui est différente de la sienne. C'était un peu long, hein, mais je suis vieux. C'est bien. On va enchaîner avec Laurent dans la foulée, parce qu'on est un peu sur la tout à fait ça. Alors en fait, tu parlais de ton parcours. Comment moi j'ai commencé par l'écriture de romans en fait. J'avais d'être romancier, d'écrire des livres. J'ai toujours aimé la littérature, je lisais de tout, surtout les littératures de l'imaginaire. J'étais fasciné, comme dit René, par le pouvoir des mots, qui pour moi est beaucoup plus puissant que le pouvoir des images. C'était ma façon de voir les choses à l'époque. Donc j'ai commencé, j'ai participé à un concours de nouvelles. J'avais gagné un voyage aux États-Unis, je n'y suis pas allé, mais j'étais content. Je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, je vais creuser. Et j'ai écrit un premier roman. Et à l'époque, on envoyait par la poste. Donc, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, j'ai envoyé, j'ai dépensé 5 ou 6 000 francs de frais pour envoyer par la poste les manuscrits. Et un jour, un éditeur me dit qu'il va publier le livre. Donc, l'aventure commence comme ça. Donc, j'ai fait 3-4 livres. Le 4e livre, le 5e livre va sortir.
Et je reçois un mail de la personne qui s'occupe de la section des droits chez mon éditeur et qui me dit le directeur de la fiction de TF1, que Nico connaît bien, on doit beaucoup à cet homme, je crois, quelque part, qui s'appelle Takis Kandilis, qui est une vraie personnalité, c'est une belle rencontre de notre vie, je crois. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il veut te rencontrer parce que ton bouquin, il est très visuel, découpé comme un scénario. Ce serait bien que tu viennes. Alors, je lui ai découpé comme un scénario, moi j'écris des livres, de quoi il parle. Enfin, j'avais aucune ambition audiovisuelle ou scénaristique. Hein. Donc, il annule une première fois le rendez-vous, je me dis, ouais, c'est une blague. J'ai rien à faire dans ce milieu. Ça tombe bien, de toute façon, j'ai pas envie d'y aller. TF1, Minimatique, tout ça, moi j'étais là-dedans. Hein. Si. Elle était déjà là. Elle était déjà là. Un ange gardien, ceci dit, quand même, malgré tout. Comment ? Un ange gardien, malgré tout. Oui, ange gardien, pas pour nous en tout cas. Donc, je me suis dit, j'ai rien à faire dans ce milieu, mais je vais y aller. Je vais rentrer dans la tour de TF1, le Saint des Saints, le lieu mythique. Effectivement, un lieu incroyable quand on y va. C'est tout est propre, on se demande si on n'est pas sur écoute et filmé partout. Et là, je rencontre cet homme impressionnant qui me dit, voilà, j'ai un scénario qui s'appelle La Taupe, ça va être avec Ingrid Chauvin, qui était la star de l'époque. Et il me dit, est-ce que tu serais d'accord pour reprendre le scénario, le corriger ? Je ne vais te donner aucune indication. C'est un rapport très direct et très franc, et c'est ça que j'ai aimé avec cet homme. Où tu sais faire, ou tu sais pas faire. Il n'y a pas d'école, d'études, machin, où tu sais faire, ou tu sais pas faire. Donc je vais t'envoyer par coursier le scénario dans l'après-midi, tu corriges une vingtaine de séquences, et si ça me satisfait, ben on deal. Donc moi je reçois le truc, je regarde sur internet vite fait des exemples de scénarios, parce que j'y connais rien, et je me dis tiens, ça va être beaucoup plus facile qu'un livre. Quelques didascalies, des dialogues, je vais peut-être essayer. Je corrige les 20 séquences, je les lui renvoie, et là il m'appelle le soir chez moi, le directeur de la fiction de TF1, aujourd'hui vous n'avez même pas accès à ces gens-là, enfin, c'est même pas imaginable. Et il me dit on va dealer, ça me plaît, machin, je vais te présenter le producteur de cette mini-série. Et là je commence à rentrer dans le milieu de la télé, je rencontre les acteurs, les agents, j'ai des réunions avec TF1, tout ça. Et j'apprends une autre méthode d'écriture, qui pour moi au début c'était très dur, comme dit René, tu as présenté le texte Delon, il t'a dit c'est un roman. On a tendance, je crois que c'est pour ça que tu as une graine de romancier à la base, parce qu'on a tendance à en mettre trop, on décrit tout. Et dans un scénario, il faut que ce soit visuel, il faut laisser au réalisateur la possibilité d'avoir son champ possible à lui pour qu'il puisse faire son film. Donc on fait des didascalies, des petites indications scéniques, et puis surtout des dialogues. Mais on ne doit pas trop en dire. Donc moi, je n'avais pas l'habitude de ce mode d'écriture, donc j'ai été confronté au producteur qui m'a recadré à plusieurs reprises. Je lui ai remis un scénario qui faisait 300 pages, tu vois, un truc. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, jusqu'où tu vas aller? Enfin, c'est pas possible. Et on réduit, on arrive à 50, 60 pages, 100 pages. Bon. Donc j'ai commencé comme ça. Donc j'ai mis un peu l'écriture de roman de côté pour me consacrer à la télé. Parce que ça m'amusait, parce que je trouve ça sympa, parce qu'on gagne aussi de l'argent, on ne va pas se mentir. Donc j'ai travaillé avec Ingrid Chauvin, j'ai fait des trucs avec Bernard Tapie. J'ai travaillé sur Boulevard du Palais. On fait aussi beaucoup de projets qui n'aboutissent pas malheureusement, peut-être même plus que ceux qui aboutissent, beaucoup plus. Et puis arrive Chéri, effectivement, la série qui marche en ce moment, que j'ai co-créée avec Lionel Langa. Donc tout ça, c'était une parenthèse où j'ai fait que de la télé. Et là, depuis 2 ans, je reviens au livre, parce que le livre, c'est mes premières amours, c'est ce que je préfère faire. Comme dit René, c'est un espace de liberté qu'on n'aura jamais à la télé. Donc, moi, si je devais choisir pour m'épanouir personnellement, ce serait les livres. Mais évidemment, la télé nous apprend aussi des choses dans l'efficacité, dans la rapidité, dans le rythme, je pense. Et puis c'est bien de penser en termes d'image. Mais si j'avais un choix à faire, ce serait le livre. Nico Takia. Bonjour. Merci. En fait, moi, c'est intéressant parce qu'en écoutant les parcours de mes camarades, je me rends compte qu'on a bien entendu tous des points communs, mais on a tous des parcours qui sont dans des trajectoires un peu différentes. Moi, en fait, je me retrouve complètement dans le titre de raconteur d'histoire de René tout à l'heure, c'est-à-dire, moi, en fait, mon seul talent, c'est d'avoir envie de raconter des histoires toujours. Et ça s'est d'abord exprimé dans le journalisme, puisque c'était mon premier métier. Alors bon, peut-être que je fictionnais un peu trop les articles, c'est possible. J'ai pu coller un ou 2 magazines, mais derrière, c'est possible aussi. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. Non, c'est pas comme ça que c'est passé, mais à un moment, j'ai fait une rencontre, parce que c'est vrai que aussi, c'est souvent ça qui se passe. C'est une rencontre qui lance un truc. Moi, c'était avec un réalisateur qui s'appelle James Hutt, qui est un gars qui a
vingtaine d'années, qui a fait un film qui s'appelait Serial Lover en 96, et qui, à l'occasion de ce film, m'a dit ah bah tiens, tu veux devenir scénariste, t'as qu'à venir avec nous travailler sur le scénario de mon premier film, Serial Lover. Le mec avant était dentiste. Alors je me suis dit, bon, moi je suis journaliste, je veux devenir scénariste, les dentistes, je veux réalisateur, bon, ça va pas aller très loin, mais on peut tenter le coup. Un menteur comme un arracheur de dents. Oui, donc il avait des qualités pour ce métier. Et donc j'ai commencé avec lui à comprendre un peu ce que c'était que le scénario. Je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait quand même on va dire des positionnements dans ce métier, c'est-à-dire qu'on raconte tous des histoires certes, mais il y a quand même des différences entre un réalisateur, un scénariste, de positionnement. Il faut savoir assez vite ce que tu veux faire. Tout le monde n'a pas la chance, j'ai envie de dire, de pouvoir toucher à tout. C'est que assez vite on met dans une case. Mais je me rappelle très bien de James qui me disait, alors que je n'avais aucune idée, bon ben toi, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Sous-entendu, j'espère que tu ne vas pas devenir réel, parce que sinon ça ne sert à rien que je me coltine un petit gars qui va me faire de la concurrence. Donc je lui dis, ah non, mais moi je vais être un mec de l'ombre, je vais être derrière, je vais faire des trucs. J'avais compris qu'il fallait quand même pas dire toute la vérité pour arriver à mes fins. Et finalement, de James, je suis arrivé par tout plein de truchements pas très intéressants à de la bande dessinée, qui a été mon premier, on va dire, support sur lequel j'ai pu me raconter mes histoires en termes de scénario. Ça a été un espèce d'amour qui a perduré pendant 10-15 ans. J'ai publié 40 albums de bande dessinée dans des thèmes très différents. C'est un média à lui tout seul, la bande dessinée, avec ses règles, avec ses ellipses, avec ces grands artistes que sont les dessinateurs de BD qu'on croise et qui des fois vous envoient des dessins qui vous scotchent, qui sont dignes de tableaux exposés dans les musées, alors que les mecs en font 10 par page. Enfin, il y a une espèce de talent dans ce média qui est aussi très fort. Et puis un jour j'ai rencontré mon agent, toujours par hasard. J'ai commencé à travailler à la télévision et là je suis tombé dans le bureau du même gars que Laurent, qui visiblement adore les animaux, parce que toi c'était la taupe, c'est quoi? Moi c'était la bête. Donc, et pour vous dire, effectivement, tu arrives dans cette tour qui est effectivement une espèce de truc de World Company incroyable chez TF1, donc avec des gardes du corps à l'entrée, les cartes magnétiques pour rentrer, les écrans partout, tout est très propre, les ascenseurs, le restaurant corporate au dernier étage, etc. Et puis tu arrives dans le bureau de Takis Candilis, qui est là et qui te regarde et qui fait bon, alors on va faire un truc entre la bête du Gévaudan et King Kong. Et là, je me dis, à la télé, c'est vraiment hyper cool. C'est fait pour moi. Bon, j'ai compris après qu'il fallait savoir lire dans les phrases des diffuseurs, et de Takis en particulier. Et qu'en fait, tout ça était parti du fait qu'il était allé à Los Angeles, qu'il avait un pote qui dressait des loups. Qui était en fait la jeunesse de ce projet. Et il s'est dit que ça serait bien de faire une fiction avec des loups. Et donc, est arrivée la bête du Gévaudan, King Kong, je ne sais toujours pas pourquoi à l'heure d'aujourd'hui. C'était lui King Kong. Peut-être, mais il y a un truc surdimensionné. Et ça a commencé comme ça, effectivement. Du coup, moi, l'écriture de romans est venue très tardivement. Elle est venue il y a 3 ans, j'ai sorti 3 romans, j'en sors un par an. Et elle est venue après un parcours donc, dans la BD, dans le scénario de télévision, un peu dans le scénario de cinéma. J'ai réalisé un film aussi pour France Télévisions. Donc je me suis aussi confronté aux problématiques de travailler avec de l'humain, de gérer une équipe, de rajouter la valeur ajoutée des gens sur ta propre création pour arriver à autre chose. Parce que ça, c'est pour moi la grande différence qu'il y a entre un film et un roman. C'est que dans un roman, tout est dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui l'écris, ça t'appartient à 100%, alors que finalement un film, ça t'appartient jamais à 100%, puisque c'est jamais que c'est la somme des valeurs ajoutées de plein de gens. Alors il y en a qui sont oubliés dans le lot. Il se trouve qu'il y a plein d'absents dans le lot. On parle des scénaristes, bien entendu, mais on devrait parler aussi des monteurs, qui sont aussi des mecs qui font les rythmes du film, et dont personne ne connaîtra jamais l'identité, et pourtant eux, ils savent beaucoup de choses sur beaucoup de gens, en particulier les comédiens. Ils savent surtout les bonnes et les mauvaises prises. Je commence à balancer un peu parce que c'est pas dur. Voilà. Et en fait, donc, après plusieurs années dans ce microcosme, qui est d'ailleurs un microcosme, on peut le dire, de la télévision, où on doit être 300, je sais pas,
400, tout compris. Il s'est avéré que je me suis rendu compte que l'écriture en elle-même, d'une histoire qui m'appartiendrait à 100% et où je pourrais m'exprimer, j'avais toujours pas trouvé le bon média. Je suis aussi passé par le jeu vidéo pendant longtemps, donc je fais vraiment beaucoup de médias d'écriture en fait. Et en fait, c'est là que j'ai fait une rencontre, et encore une autre rencontre qui a vraiment changé mon destin. C'est Franck Tillier, avec qui j'ai créé une série il y a 4 ans qui s'appelle Alex Hugo. Et Franck, en fait, m'a regardé travailler, tout ça, et à sa manière toujours très discrète et l'air de rien, me dit « Ouais, pourquoi tu n'écris pas des romans, toi ?» Et moi, j'étais totalement tétanisé à l'idée d'écrire des romans. Pourtant, ça faisait presque 15 ans que j'écrivais tous les jours. Et je me disais « Ah non, mais un roman, c'est... déjà, c'est... Puis en plus, j'ai pas le temps, quoi. » Donc, il me dit « Non, mais comme il est très mathématicien, et il est encore... mathématiques, très statistiques, il dit non, c'est 2 heures par jour, tu écris 2 heures par jour, ça fait 5 pages multiplié par 10 jours, 50 pages multiplié par... Il me dit en 120 jours, tu as un roman. Voilà. C'est écrit, c'est sur le papier, c'est écrit. Okay. Et moi, en fait, le roman, ça a commencé comme ça, comme une espèce de défi mathématique avec Franck. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'était quelque part avant l'enfer. J'ai commencé, j'ai écrit 5 pages, 10 pages, 15 pages, et puis quand je suis arrivé à 100 pages, c'était fini. À 100 pages, j'avais éprouvé plus de plaisir en écrivant ces 100 pages que tout le reste de ce que j'avais écrit dans l'année en scénario. Et j'avais 100 pages, je ne pouvais plus arrêter, donc je suis allé jusqu'à la fin de mon roman. Et j'applique encore ces préceptes aujourd'hui d'écriture avec la même régularité. Et pour conclure, je dirais que ce qu'on a en commun, pour l'instant, c'est la liberté, c'est-à-dire que on trouve, enfin en tout cas moi j'ai trouvé dans le roman une liberté que j'ai trouvée nulle par ailleurs en termes d'écriture. Alors avant de passer le micro à Olivier, surtout Olivier je ne t'oublie pas, il y a quand même quelque chose qui est peut-être intéressant, une question qui me vient tout de suite par rapport à ton expérience de BD. Est-ce que ça aide pas quelque part cette façon que vous avez, vous les scénaristes de BD, de découper des scènes, de faire des séquenciers, de travailler les livres et tout, par rapport à une écriture de téléfilm ou de cinéma? Est-ce que ça, c'est pas un avantage par rapport à quelqu'un qui débute et qui commence peut-être comme Laurent par des romans est-ce que ça aide pas justement? Ben c'est différent, c'est-à-dire que chaque média a ses particularités et il a même quelque chose de différent. La BD, en fait, c'est l'art de l'ellipse, c'est connu comme thème, c'est-à-dire que 46 planches, c'est très court, chaque planche, c'est 10 cases, et à chaque fin de page, il faut de la relance. Donc ça veut dire qu'il y a un sens du rythme à avoir dans la BD pour que les gens tournent les pages, c'est-à-dire qu'il faut que l'histoire avance sur une page, que tu la tournes, et ainsi de suite. Et finalement, tu n'as pas beaucoup de place pour raconter une histoire. Donc c'est à chaque fois un challenge d'arriver à faire une BD qui dise quelque chose en fait, et qui en même temps soit rythmée, parce que voilà. Donc, en fait moi ce que ça m'a amené c'est cette notion de rythme et de commencer à me poser des questions sur le rythme. Et après dans le scénario il y a aussi un rythme, dans le roman on peut définir le rythme qu'on a envie de faire, mais chaque support en fait je pense amène quelque chose en fait. Voilà. Merci. Donc, Olivier, à toi, de faire part de ton expérience. Tu as commencé par les romans au début. Non, j'ai d'abord commencé par un 5 sur 20 en bac français. Donc, c'était pas du tout écrit, justement, pour reprendre ça. Et donc, j'ai commencé à diagnostiquer à mes parents qu'il fallait que je me dirige vers une filière scientifique. Parce qu'on est bien, j'avais fait A2, lettres, langue et philosophie, donc le scientifique, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, mais absolument pas, et visiblement, le littéraire n'était pas fait pour moi. Donc je suis parti faire l'armée. Moi, personne m'ennuyait. Et puis, après, je suis devenu flic. Alors, est-ce que pour écrire des bouquins, est-ce qu'il faut vivre? Est-ce qu'il faut avoir des expériences? Est-ce qu'il faut d'abord se remplir comme un contenant? En tout cas, moi, je me suis rempli comme ça pendant jusqu'à mes 35-36 ans. Et un jour que je m'ennuyais sur une scène de crime, c'est pas très glamour, et je suis désolé pour la victime, mais on est toujours 20-25 sur une scène de crime, donc il y a beaucoup de gens qui ne font pas grand-chose. Je me suis retrouvé à voir un concours de nouvelles arriver dans ma boîte mail, sur mon portable. Je regarde les thèmes, je trouve ça amusant, et je commence à écrire cette nouvelle avec 2 doigts, comme ça, sur mon smartphone, mais vraiment aucune idée, un jour, d'écrire quoi que ce soit, ou d'aller plus loin. Et on m'appelle, et on me
et on me dit que j'ai gagné la 3e place. Donc je me rends là-bas. Premièrement, ils sont étonnés parce qu'ils pensaient que j'étais une femme. Parce que visiblement, j'ai une écriture sensible. Donc dans une livre 1, j'étais pas une femme, que 2, j'avais 40 berges, que j'étais fille dans 93 et officier de police. J'ai fait des rencontres, une rencontre, parce que justement c'est exactement ça. Est-ce que c'est pas... Les gens que vous voyez ici, il y en a 1000 des comme nous. Et c'est juste qu'ils n'ont peut-être pas rencontré la bonne personne. Et des peintres magnifiques, il y en a 1000. Et des poètes, il y en a 1000. Et des magnifiques réalisateurs, il y en a 1000. Et des photographes, il y en a aussi 1000. C'est juste qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes au bon moment. Moi, je débarque comme ça dans cette remise de prix suite à un concours de nouvelles. Et je tombe sur cette nana-là qui me dit, si tu réussis à garder ta sensibilité et à raconter le quotidien des filles en 93, alors peut-être qu'on aura quelque chose qui n'est pas vu. Est-ce que tu as quelque chose en main? Sinon, j'ai absolument rien. Il me dit, tu rentres chez toi, tu écris, et quand tu as 50 pages, tu me rappelles. J'écris ces 50 pages, on se voit, elle me donne 2-3 indications, 2-3 codes de littérature, et puis c'est parti, j'écris code 93. Mais c'est uniquement c'est vraiment des rencontres. Rencontre en plus, un jour, Yves Régnier, le commissaire Moulin, part en vacances, il oublie son livre sur sa table de chevet, il part aux Maldives, il n'a plus de bouquin, il s'arrête devant un relais presse, et il achète code 93, il le lit pendant les vacances, il revient, il dit c'est ça que je veux tourner. Bon, ça se fait pas parce que code 93 est ultra violent et que bon, voilà, la télévision est encore un peu prude au niveau de la violence, ce qui ne nous empêche pas d'acheter des Game of Thrones, d'acheter des Dexter, d'acheter des trucs belges qui commencent par c'est l'histoire d'un pédophile, c'est pas grave, on achète. Mais voilà, nous quand on arrive avec des projets, c'est tout le temps, c'est très compliqué, c'est un peu anxiogène, la fameuse mélangère de 50 ans n'est pas prête. Donc voilà, donc ça ne se fait pas, mais j'ai la chance d'être avec Yves Régnier, de travailler sur un téléfilm qui s'appelle Flip tout simplement, avec Mathilde Seigné et Philippe Torreton. Et je continue à écrire les bouquins, parce que moi c'est ma base, hein, c'est là où je suis vraiment démiurge, et on reviendra sur ça, sur le concept de créateur d'univers, où on est vraiment seul sur Terre, c'est nous qui décidons de nos livres. Quand on fait une série ou un film, et il y a quelqu'un qui nous enlève nos personnages, c'est le directeur de casting. Moi je le voyais grand et brun, je dis ouais mais ce sera plutôt un tel qui est petit et blond. Ok d'accord. Et je voyais que ça se passait dans un hôpital désaffecté, et non, le seul hôpital qu'on a c'est celui-là, et puis c'est un asile et ce sera ça. Et puis la couleur je la voyais plutôt bleue, non on a un chef-op qui est plutôt vers le vert. Voilà. Ce sont des personnages vraiment importants, Nico en parlait tout à l'heure, ces personnages dont on ne parle jamais, donc les scénaristes, on n'en parle jamais, les réalisateurs, si les réalisateurs on en parle un peu, mais le chef-op par exemple. Si vous avez vu 36 quai des Orfèvres, vous vous souvenez que c'est grisé et bleu. Ça c'est le chef-op qui a créé cette lumière. Si vous vous souvenez de Seven, on est sur de l'orange et du vert et du marron. C'est le chef-op qui est arrivé avec cette patte. C'est pas le réalisateur qui a dit, voilà, il y a vraiment un artiste. Et autant je peux dire que ça c'est moi qui l'ai écrit, ce bouquin c'est Nico qui l'a écrit, et l'autre c'est Laurent, et l'autre c'est René, autant quand on présente un film, il n'y a que le réalisateur qui a l'outrecuidance de dire c'est mon film. Non, c'est d'abord le film d'un scénariste, d'acteur, de chef-op, c'est pas quelque chose où on est tout seul. Et sur ces bouquins, on a vraiment l'impression d'avoir été un démiurge, d'avoir créé tous ces univers. J'ai comme à mon habitude dérapé et je ne sais plus du tout où j'en étais. Voilà, et voilà, encore des coups de bol. J'écris Territoire, après avoir écrit Code 93, et là il y a une femme qui vient me voir et qui me dit c'est les univers sur lesquels on travaille, c'est exactement les choses dont on fait des séries. Et moi je travaille pour Engrenage. Et donc là voilà, encore sur un coup de bol, je me mets à travailler avec Engrenage. Donc il y a évidemment du travail, énormément de travail, parce que sans travail évidemment il n'y a pas grand chose, mais il y a aussi les rencontres, et ce que j'appelle une grosse partie de chance. Et puis après les scénars, donc oui, des séries, des films, des choses qui sont dans les tuyaux. À savoir qu'on peut apporter dans l'année une trentaine de projets. Si on en a un dans l'année qui démarre, c'est un énorme coup de chance. Moi ça fait 4 ans, et j'ai bossé pour une série et un téléfilm. Sinon, des projets, j'en ai eu à peu près, je sais pas, entre 30 et 35. Voilà, mais à chaque fois, il faut recréer un univers, recréer des personnages. Donc c'est vraiment beaucoup de déchets, qui pour nous ne sont pas des déchets, parce qu'on les garde toujours dans un tiroir, puisqu'à un moment donné, les choses évoluent. Et ce qui n'était pas acceptable en 2015 devient intéressant en 2017. Donc voilà, je ne sais pas du tout comment terminer ça non plus. Donc, oui, il ressort de ça quand même que c'est déjà des premières expériences, c'est un problème de rencontre. Alors ils sont modestes, et quand ils disent que c'est effectivement, il y en a d'autres à qui ça pourrait arriver, ils ont quand même du talent, c'est clair, parce que sinon ils ne seraient pas là où ils sont. Ils en ont peut-être fait un, mais après on n'aurait plus entendu parler d'eux, donc ils sont quand même relativement modestes par rapport à ça.
Je pense effectivement, ce qui était intéressant déjà dans le premier temps, c'est des expériences différentes. Donc on peut partir du roman qui semblerait classique pour nous au départ, on écrit, peut-être on s'est remarqué, puis après on va se lancer dans une écriture de scénario qui est beaucoup plus technique quand même, parce que vous avez beau dire, c'est technique. Moi je sais, j'écris des bouquins très modestement aussi, je sais pas écrire un scénario, c'est quand même quelque chose intérieur. Voilà, il faut focaliser. Vous avez aussi ce regard de la caméra, qu'on le veuille ou non, qui peut servir d'ailleurs pour le roman. On peut focaliser, bien suivre une scène, suivre une action. Ça, c'est très intéressant comme expérience. Mais malgré tout, vous venez d'univers différents. Toi, la BD, t'as beau dire, effectivement, c'est un média à part entière, c'est un art à part entière, bien entendu. Mais ça vous donne à chaque fois une expérience supplémentaire qui je pense, est intéressante pour ces gens qui vous reçoivent. Alors moi, j'aurais peut-être une question avant de vous reposer, de vous repasser le micro. C'est toujours pareil, cette pression. Moi, je pense que ça, c'est pas évident, cette pression due à l'univers donc du commerce lié au cinéma ou à la télé, par rapport à l'œuvre créative. C'est pas facile de résister, on résiste pas, on s'adapte ou pas. Comment on peut arriver malgré tout à maintenir, quand on a un truc chouette et puis une idée, comment on survit, comment on arrive à se bagarrer? Qui c'est qui veut répondre? Ben en fait, on se bagarre pas, parce que ce qu'il y a, c'est que... En fait, ce qu'il faut que mes amis m'arrêteront s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que... C'est ce que je dis à... Moi, j'ai eu la chance de donner des cours de scénario à l'école Bulle-Lumière depuis 3 ans, et donc je vois passer beaucoup de gens, c'est de la formation continue, donc c'est des gens de tout horizon, de tout âge, qui veulent devenir scénaristes, avec beaucoup d'idées reçues sur ce que ça peut être. Mais ceux qui sortent de la FEMIS et d'autres ont parfois exactement les mêmes idées reçues. C'est-à-dire que pour moi, scénariste, c'est pas auteur. C'est de l'artisanat. C'est-à-dire que c'est un métier dans lequel, comme dirait Stephen King, tu as une boîte à outils qu'il faut maîtriser. Donc c'est la dramaturgie. Ça comprend un certain nombre de choses, le rythme, le découpage d'une séquence, les enchaînements de séquences, les actes qu'il peut y avoir, ou il peut y avoir dans un épisode, le format de l'épisode, et un ensemble de choses. Ça comprend aussi une connaissance du milieu dans lequel on travaille, qui sont les producteurs, qui sont les diffuseurs, comment on parle aux producteurs, comment on parle aux diffuseurs. Et puis à côté de ça, on vous demande d'être un tout petit peu créatif. Donc, au début du processus, c'est cette partie qu'on met en valeur, votre créativité. On vous dit, ah bah vous avez une idée, ah bah apportez-nous votre idée. Donc vous arrivez avec le projet, etc. Mais très vite, en fait, on n'en a plus rien à faire en fait, de votre idée. Ce qu'il faut, c'est qu'elle rentre dans la chaîne de prod d'abord, dans la chaîne au sens propre, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à vendre l'idée, puis après ça doit rentrer dans les clous de la manière dont ce producteur veut faire pour produire ce programme. Moi, j'ai très rarement travaillé avec des producteurs qui se battaient pour défendre des idées du domaine de l'artistique à l'étape du scénario. C'est-à-dire que très vite, on s'arrange, quoi. Et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être arrangeant. Donc en fait, pour moi, c'est l'inverse du travail d'un auteur sur un livre. Tu t'arranges pas avec toi-même quand tu écris un livre. Tu te dis pas, bon, c'est un peu merdique, mais je vais quand même le laisser, parce que je m'en tape, c'est pas grave, de toute façon personne ne verra, puis ça coûtera moins cher. Non, quand tu écris un livre, tu mets le maximum, tu es sincère, sinon ça se voit, n'importe qui lit un livre qui n'est pas écrit de manière sincère se dit soit que c'est mal écrit, soit ça ne touche pas, soit le livre, c'est la flotte, quoi. Enfin, le livre, ça sert à rien, c'est juste des mots, en fait. Dans le scénario, c'est pas obligatoirement le cas, c'est plus technique, c'est plus artisanal. Donc du coup, par rapport à ces contingences financières, cette pression politique, etc., c'est pénible. Mais ça fait partie du job, en fait. Et la différence qu'il y a entre les gens qui sont là, et justement, pour arrêter d'être humble, ceux qui ne pourront pas faire ce métier, c'est qu'il y en a qui tiennent la distance avec cette pression, et il y en a qui explosent, des fois au premier projet, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a qui rentreront jamais dedans. Et c'est beaucoup plus facile, je peux vous assurer, d'être scénariste et de devenir romancier, que d'être romancier et de devenir scénariste. Parce que tu passes du bagne au paradis, quand tu es scénariste et tu deviens romancier, et non pas du paradis au bagne.
Alors, moi, je vais dire exactement l'inverse. Ouais. Je vais dire l'inverse, mais je comprends exactement ce que dit Nico, parce que je connais très bien le métier dont il parle. Là, il vient de parler du métier de scénariste à la télévision française. C'est exactement ce parcours du combattant. Il n'y a pas de... c'est pas exagéré. Et il parle aussi du métier de scénariste à la télévision française, qui n'est pas le même que le métier d'auteur-réalisateur à la télévision française. Parce que quelque part, le réalisateur, quand on a la chance d'être les deux, le réalisateur protège l'auteur. Parce que le réalisateur est quand même un maillon important, selon son niveau aussi sur l'échelle de bourse, parce qu'on est tous sur une échelle de bourse qui correspond au dernier succès qu'on a fait ou non. Donc en général, quand on est à la tête d'un projet et qu'on est réalisateur du projet et qu'on a la chance d'être le scénariste du projet, c'est que juste avant, on a fait un film qui a fonctionné. Donc à partir de ce moment-là, on a une protection qui vient du fait que les gens supposent qu'on a la martingale pour faire un autre succès, ce qui est complètement absurde, parce que ça ne dépend pas du tout de la personnalité artistique de celui qui est aux commandes. Ça dépend d'une tombola magique d'un alignement de planètes. Tous les succès sont des accidents qu'on aime tous avoir, en fait. C'est une rencontre au moment entre une histoire qui, elle, est bien écrite, ça va presque de soi, et l'attente d'un moment, etc. Par exemple, Nico, qui est là, dont j'ai connu le talent avant la sortie de son dernier livre. J'ai eu la chance de le rencontrer à Cognac. J'ai lu son précédent roman qui sort maintenant en poche, qui est excellent. Et bien, ce roman-là, il était chez un éditeur qui n'était pas un éditeur qui se battait pour lui. Il a trouvé un éditeur qui se bat pour lui. Il a écrit une histoire qui est celle de Toxique, qui est peut-être en qualité littéraire, en ce qui me concerne, moins forte que ce roman d'avant, mais c'est tombé pile poil en alignement de planètes, avec l'attente des gens au moment où ça sort, défendu par un super éditeur, et boum, c'est le succès. Mais si vous questionnez Nico, même par rapport au livre qu'il a fait avant, peut-être que sa préférence ne va pas forcément à celui-là, mais celui-là, à ce moment, est moteur. Donc, en fait, ça ne dépend pas vraiment du talent du scénariste ou du réalisateur, mais la liberté qu'on a ou pas sur un projet. Moi, dans ma période scénaristique, je n'ai jamais connu cet enfer que décrit Nico, qui est réel, parce que j'étais toujours l'auteur de mes propres projets, donc l'auteur-réalisateur de mes propres projets, et donc en gros, soit on produisait mon film, et là c'était vraiment le mien, y compris le choix du chef-op, c'était un choix que je faisais par rapport à l'idée que j'avais de la lumière que je voulais sur le film, les décors que je voulais sur le film. Donc là, on parle vraiment d'un truc différent. Moi, j'ai pas connu ça. Alors maintenant, depuis que je suis rentré en France, j'ai eu un décalage, un choc, parce qu'à la télé américaine, par exemple, que j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter, c'est l'auteur qui est le plus important. Il est plus important que le réalisateur. C'est-à-dire que les séries américaines qu'on aime, pourquoi aussi on les aime? D'abord, les séries qu'on aime généralement sont des séries qui sont pour le câble, c'est-à-dire pas des séries pour les chaînes généralistes. Ça serait l'équivalent de Canal+, par exemple. Elles passent chez nous sur les chaînes généralistes, mais ce sont des séries qui sont là pour faire 6 millions de personnes, 5 millions de personnes. C'est pas des séries qui sont là pour faire 15, 20 comme les séries qui passent sur ABC ou sur les chaînes qui correspondent à TF1, par exemple. C'est des séries qui sont couillues parce qu'elles correspondent à un public qui s'abonne sur un certain type de chaîne pour avoir justement des programmes un peu underground, un peu différents, où les méchants ont le rôle principal, etc. Et nous, on voit ça ici en se disant « Putain, les Américains !» Non, c'est pas les Américains, c'est le petit sample, le petit échantillon de public américain qui s'abonne à cette chaîne, qui finit par nous faire croire que eux, finalement, sur leur grande chaîne de télévision, ils voient ces séries-là. Ils voient pas ces séries-là, ils voient des trucs genre les feux de l'amour, des trucs épouvantables, quoi. On reçoit nous aussi, d'ailleurs. Donc, c'est le métier qui est différent. Et alors, sur ces chaînes-là, ou sur les chaînes comme HBO, ou Cinemax, ou Showtime, ou des chaînes qui sont toutes ils se battent entre eux, parce qu'on est dans le privé.
Ils se battent à coups d'idées. C'est en gros pour étonner le public, parce que c'est ça la vraie règle. C'est pas pour faire tant de millions ou pour déplaire. Chez nous, c'est pour déplaire à personne. C'est-à-dire le climat de la chaîne généraliste. C'est des chaînes qu'on appelle généralistes. Donc tout ce qui est un peu anxiogène, tout ce qui n'est pas lisse, etc., qui peut choquer tel groupe de pression, tel lobby, les annonceurs notamment, qui payent les annonceurs, eh ben, ça passe à la trappe. Chez eux, c'est pas ça, c'est à coup d'idée. Il faut être dérangeant, il faut être underground, il faut être novateur. Et donc, c'est pas les réalisateurs qui vont être à ce moment-là novateurs, c'est pas les acteurs qui vont être novateurs, c'est les scénaristes. Et à ce moment-là, le scénariste, il a une position phare que j'ai connue moi là-bas et qui est complètement différente ici, parce que là, du coup, moi je vois vraiment la différence, ça n'est pas la langue, ça n'est pas le marché, etc. C'est la façon dont est organisé le schéma. Et donc, le scénariste, il est le créateur de la série, il est showrunner de sa série, il choisit les metteurs en scène, il choisit les réalisateurs, il choisit les monteurs, il caste. C'est lui qui caste, c'est pas le metteur en scène, il est là le metteur en scène, oui. Vraiment, ça te plaît, ouais. C'est pas lui. Donc, nous là, on n'est pas dans ce cas de figure. Et tant qu'on n'est pas dans ce cas de figure, ben, on ne pourra pas considérer la télévision comme un médium qui nous permettra de faire ce qu'on veut faire. Alors c'est un médium formidable, qui est beaucoup plus proche du roman que ne l'est le cinéma, par exemple. Parce que quand on fait une série sur une mini-série, mettons de 6 fois 1 heure, on a la chance de pouvoir explorer les personnages sur 6 heures. Et là, on est dans quelque chose qui ressemble au temps qu'on a dans un roman pour explorer les personnages. Donc en fait, ce qu'on va faire n'est pas lié simplement à une intrigue avec des personnages qui sont, lui c'est le flic, elle c'est la pute, etc. Donc qui sont réduits à leur fonction. On a le temps de les explorer. Et ça, effectivement, peut-être Olivier, toi tu l'as connu à l'intérieur, peut-être un peu plus, éventuellement en Grenage. C'était avec Langlois que tu travaillais avec elle. Avec Langlois, ouais. Bon. Parce qu'elle était à ce moment-là dans une position presque de showrunner sur la série. En plus, il y avait eu peut-être déjà des. C'était pas la première saison, toi, c'était la 3 ou... Saison 6. Saison 6, donc il y avait eu un certain succès. On était sur une chaîne câblée Canal+, où le but c'est de faire 1 million d'abonnés, c'est pas de faire 7 ou 8 millions comme TF1 qui rêve encore de 8 millions, mais ils font 15 millions uniquement quand il y a un débat, quoi, ou un match de foot, parce que c'est ça le truc. Un débat encore présidentiel, disons. Donc là, on n'est pas du tout dans le même truc. Donc, ce que disait Nico, c'est vrai, mais là, il décrit le métier d'un type, un auteur de talent, qui se retrouve à la télévision, finalement, comme autrefois, à Hollywood, des gens comme Bertolt Brecht se retrouvaient à écrire des pages pour le studio et qu'on lui envoyait à la gueule, alors que c'était Bertolt Brecht. C'est un petit peu ce schéma-là, quoi. Bon. Vous parlez de quoi exactement? Ouais, parce que On parle de la pression, de la pression aussi pour modifier votre expression d'artiste, de votre créativité par rapport les concessions par rapport au... Voilà. Oui, de toute façon, ce sont les annonceurs, on parle du cas français, hein. Ce sont les annonceurs qui décident. Hein. Il y a la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui est un personnage de fiction, parce que les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus sensées, beaucoup plus évoluées, qui voudraient nous faire croire. Elles les imaginent toutes chez elles en train de regarder Mimati ou autre. Donc on a un problème à ce niveau-là, mais je pense que c'est les rassurants de se dire, de rationaliser en fait la fiction. Alors que c'est, a priori, quand on écrit un roman, ou quand on fait un film, ou même une BD, c'est de repousser les limites de la créativité. Et c'est ce que dit René sur les chaînes câbles américaines. Ils rivalisent de créativité en permanence. Nous, on ne peut pas le faire parce que c'est des chaînes publiques. Il y a l'argent par la chaîne privée ou chaîne publique. Parce que même les chaînes publiques, il y a TF1, c'est une chaîne privée, mais l'expérience des chaînes publiques n'est pas forcément plus réjouissante. On peut se permettre plus de choses, mais ils ont quand même aussi leurs règles. On ne peut pas dépasser certaines limites quand même. Alors, la pression, comme tu disais, oui, il y a de la pression au tout début. Moi, quand j'ai commencé, il me donnait un texte lundi avec des indications très précises, je le corrigeais, il me rappelait, il changeait d'avis. Donc moi, ça me déstabilisait. Donc j'étais paumé, j'en étais arrivé à un niveau où je ne dormais plus, où j'étais très stressé, je prenais ça trop au sérieux, quoi. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas mourir pour ça, il faut que ce soit un petit jeu intellectuel. Ils m'ont donné un terrain de jeu très limité, mais je vais essayer d'en explorer toutes les phases, toutes les facettes, tous les aspects, en essayant de m'épanouir un peu, mais en ne prenant pas ça très au sérieux. Ce qui m'a permis, moi, pendant des réunions, je ne sais pas comment vous faites,
Putain de portable. Je veux dire, ce bip de portable. Oui, ce bip de portable. Je l'ai fait tomber toute la journée, je sais pas pourquoi. Ce qui me permet moi, de m'amuser, d'assister à des confrontations, des tensions entre des gens qui prennent ça très très au sérieux. On en parlait Olivier. Moi maintenant j'ai tellement de recul que j'ai un petit sourire intérieur et je me dis bah, c'est pas si grave que ça les gars, il y a bien plus grave, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades. Donc moi j'ai ce recul là, donc la pression je ne l'ai plus aujourd'hui. Par contre, l'important pour nous, l'enjeu pour nous, c'est de garder la foi, de garder l'envie. On disait tout à l'heure avec René à table, il faut qu'on y croit à chaque fois. Et qu'on propose une idée, même si on sait qu'elle va être recalée, on y croit quand même, sinon on ne peut plus écrire. Donc on place, on occulte volontairement certaines réalités, on fait comme si ce n'était pas comme ça, on applique son propre système de pensée en disant voilà, j'écris un truc de qualité, il va être lu, il y a une chance qu'il soit pris. Si tu ne raisonnes pas comme ça, tu ne pourras jamais vendre un projet. La pression après, et là je rejoins Nico sur un truc que moi je trouve assez aberrant quand même, c'est que nous on se décarcasse, on travaille, on fait on leur propose de très belles idées, et on n'a pas affaire à des vendeurs en face. On a des producteurs qui ne savent pas vendre la plupart du temps. Donc on confie notre bébé, c'est un petit bébé, bon, on l'a conçu, on sait, en tant qu'auteur, tu sens quand tu as quelque chose ou pas, tu sens quand c'est potentiellement commercial. Tu sais qu'ils peuvent le vendre, mais les gars, ils ne bougent pas. Parce qu'ils sont tellement tétanisés par la dictature de l'audimat et des chaînes et des tendances du marché qu'ils n'osent pas proposer, ou on va proposer dans une semaine, ils reculent toujours le moment, ils attendent, ils n'osent pas rappeler. Et parfois je me dis que nous serions peut-être les meilleurs vendeurs, nous, en allant vendre nos idées aux chaînes, mais on n'a pas accès aux chaînes. On a accès aux chaînes quand c'est vendu. Donc les premières réunions, là où c'est décisif, on n'a pas le droit d'y aller. On devrait y être. C'est bon ou pas? On n'y est pas. Je vais juste compléter, en allant exactement dans le sens de Laurent, c'est que, en fait, comme encore une fois, ce milieu est assez petit, assez rapidement on connaît tout le monde. Là, on connaît tous les producteurs, il y en a quelques-uns qui arrivent de temps en temps, mais ceux du haut essayent d'étouffer ceux du bas, donc ils mettent longtemps à remonter. Les mecs des chaînes sont les mêmes, ils changent juste d'étage. Et le bureau, à France Télé, c'est un sport national, donc tous les 5 ans ils changent d'étage. France 2, ah ben non, c'est au 5e, Jean-Michel 4e, ah ben non, ça serait 5e. Et ils disent, bon bah tiens, il est passé là. Et c'est toujours le même en fait. On se connaît tous. Tout le monde se connaît vraiment finalement au bout de, vous imaginez, 12 ans à travailler avec la même personne. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand on est sur un texte avec quelqu'un, tu connais la personne, tu sais presque ce qu'elle va dire et tout. Et moi, je suis toujours très surpris, en fait, de faire des réunions avec des producteurs où il y a un texte, il y a quelqu'un qui me dit des trucs. En sortant, je lui dis, bah voilà, j'ai compris ça. Et lui, il n'a pas compris. Il a compris autre chose. C'est ça aussi, ça arrive. Et là, tu te dis, mais en fait, les mecs n'ont rien à foutre. Ou alors, et c'est là où je te rejoins, c'est qu'il y a un moment où tu te dis, mais en fait, je pense que je devrais moi-même produire ce truc, presque. Je devrais aller vendre ce truc, parce que j'ai compris, en fait, ce que me dit le mec. D'ailleurs, très souvent, un producteur à une réunion commence par, bah rien du tout, bonjour, je lance 3 vannes, et après, ça se fait. Et donc, une espèce de plaidoyer de la chaîne qui commence souvent par « Ah, c'était bien, c'est bien, mais bon, alors après... Et là, pendant 40 minutes, on vous envoie ce qui ne va pas. C'est normal, c'est un job, donc voilà, pour vous glorifier. Et c'est le scénariste, en fait, qui débat avec la chaîne, qui explique des trucs, et le producteur qui, de temps en temps, fait des sorties. Quand c'est un bon producteur, elles sont justes et ça fait évoluer le débat. Quand c'est un producteur un peu moins expérimenté, ça te rajoute un bâton dans les gencives, dans les jambes, et t'es obligé de te retourner vers le producteur pour lui faire comprendre qu'il va fermer sa gueule, parce qu'en fait, on est d'accord avec la chaîne, et qu'il n'a pas compris qu'on était d'accord. Et qu'il est en train, en fait, de faire douter la chaîne sur un truc où on est d'accord. Donc en fait, je trouve que une autre difficulté, mais encore une fois, ça fait partie de ce métier. En fait, c'est comme ça, c'est un métier qui est très complexe. Je jump ce matin. Ouais, mais c'est vrai, c'est véridique ce que tu dis. Coup de pied sur la table. Les tables sont bouchées Coup de pied sur la table. Ou le pire, c'est par exemple l'idée géniale, genre, et si c'était une femme? Le producteur qui fait une sortie comme ça. Genre, merde, la chaîne, elle vient de voir un truc. Elle voulait juste voir de la tension scène 12. Et tout d'un coup, le mec te dit que le flic doit être une femme. Donc tu te retournes, le pire c'est que
Un peu, parce qu'il y a toujours des moments, ces réunions avec les chaînes sont très déstabilisantes. Il y a des moments, non mais il y a des moments tendus où tout peut basculer, hein, où tu sens que la chaîne pourrait arrêter le projet. Ça fait des mois que tu es en train de bosser. Si tu lui mets le doute, Harlan Coben, la série Harlan Coben qui est passée sur TF1, à la base c'était un mec. Mais comme l'autre a marché avant, c'était une femme. Voilà, et si c'était une femme. Donc c'était une femme, et la scénariste qui s'en occupait, Linda, que je connais bien, et ben elle s'est retapée 8 scripts, sauf que c'était une femme. Ça change quand même 2-3 trucs. Donc, alors le producteur est content parce que la chaîne est rassurée. Ah mais c'est une femme. Et toi en fait, après on te dit, parce que ça vient assez rapidement, c'est bon alors c'est pour quand? Et c'est à toi de te faire dans ta tête les devis des travaux à finir. En gros c'est genre, t'as une maison, ça peut être un pavillon, on te dit bah non en fait ça va être un chalet. Et si c'est un chalet? Ouais, ça va être un chalet, et tu peux le faire quand le chalet? Et c'est toi. Et il n'y a pas de notion d'argent ni rien, parce qu'en général, à ces étapes-là, tu as déjà été payé de tout le travail fourni, c'est une espèce de redépart à zéro. Et scénariste, c'est ça, c'est arriver à accepter qu'à tout moment, tu peux remettre en cause tout ce que tu fais. Ce qui est pour moi l'inverse du roman. C'est-à-dire que le roman, j'aurais un éditeur qui me dirait à la fin, ah, Toxic c'est bien, mais si on l'appelait Playmobil et qu'on faisait un truc sur les jouets, je dirais non. Non, bah non, je vais aller faire Toxic ailleurs. Bah, quand t'es scénariste, tu peux pas dire, bah non, on va faire le truc ailleurs parce que t'as déjà vendu tes droits à la base. Donc en fait, si t'es pas d'accord pour faire Playmobil, bah, c'est toi qui t'en vas. Même si c'était toi qui avais l'idée de base, tu t'en vas, il y a un mec qui vient faire Playmobil. Et qui arrive en disant, ah super Playmobil, j'y ai joué toute mon enfance. Et il va. Voilà. Donc voilà, c'est beaucoup plus complexe l'écriture, encore une fois pour illustrer, que le roman où là, voilà, on est tranquille. Alors Olivier, tu avais commencé, tu étais le premier à commencer, lâche-toi un peu, fais-toi plaisir, défile-toi un peu. Lâche-toi un peu. La pression, elle est surtout aussi avec les filtres. Le problème, c'est qu'on a une idée. On a une idée, on a des personnages un peu nouveaux, on a un scénario un peu nouveau, on essaie de casser un petit peu les codes. Cette idée, on va la soumettre à notre agent, qui déjà, elle va qui va l'expliquer à un potentiel réalisateur, qui va apporter son filtre, parce que lui, l'idée lui plaît, mais il le verrait plutôt dans un autre pays. Puis après, il va le proposer à un producteur. Le producteur, il est vachement partant pour cette idée, mais il aime bien un petit peu l'idée de l'un, puis un petit peu l'idée de l'autre, mais lui aussi, il a sa petite idée à lui, quand même. Et donc, le truc est déjà pas du tout ce qu'on avait à la base, et après, on arrive chez le diffuseur. Et le diffuseur, il a une idée, parce que lui, le diffuseur, il est persuadé qu'il connaît parfaitement ce personnage fantasmagorique qui est la ménagère de moins de 50 ans. Alors, ça fait beaucoup rire. Quand on sait les horreurs qu'on écrit à longueur d'année, que ce soit les Bourgoins, les Favants, les Gibelles, voilà. Quand on voit tous ces esprits retors et pervers que nous sommes, et qui écrivont chaque année les scénarios les plus où on essaie de pousser un petit peu les limites, on essaie d'aller à chaque fois un peu plus loin, etc. Et on regarde qui nous achète. 80% des lecteurs de polar sont des lectrices. Et moi j'aime beaucoup cette ménagère de moins de 50 ans qui est terrorisée dans son appartement. Peut-être Nicolas va pas résoudre à la fin le truc et tout ça. Donc les gars, la ménagère de moins de 50 ans, elle habille en tri, elle fait des stages commando, elle s'occupe de 4 gosses en même temps, et quand le mari rentre et qu'il dit qu'est-ce qu'on bouffe ce soir, elle est capable de pas lui péter la gueule. La ménagère de moins de 50 ans, c'est un warrior, et donc elle a vraiment pas peur de ce que lui proposait TF1 et France 2. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le concept des cases. Quand vous écrivez une série, vous la présentez, et quelqu'un vous dit « Ah, ça c'est France 2 », tout de suite il y a une case. Ok, d'accord, c'est France 2, on propose à France 2, France 2 veut pas. Alors on propose donc au réalisateur, qui est plutôt tenté d'aller jusqu'au bout, et il dit écoute, il faudrait que je me le réécrive, mais comme TF1. Et ce qui est incroyable, c'est que vous n'écrivez pas le même projet pour TF1, France 2 et France 3, c'est à peu près la même case. Canal+ et Arte, il y a une légère différence. Arte peut se permettre beaucoup plus de culturel, Canal+ peut se permettre beaucoup plus de violence, peut même se permettre de la SF, ce qu'aucune chaîne ne se permet actuellement. C'est ce qu'on a vu avec Section 0 et Olivier Marchal. Et puis après il y a Netflix c'est open bar, je peux faire n'importe quoi, c'est pas du tout un souci. Donc voilà, il y a tous ces filtres. Et après, il y a les fameuses idées de réunion, quand effectivement tout le monde commence, les étoiles commencent à être bien alignées, et qu'il y a un type qui arrive et qui dit si c'était une femme, hein, ça c'est terrible. Nous on était partis pour faire Code 93 en série, mais c'était un peu anxiogène, et il y avait beaucoup de meurtres. Et donc la chaîne dit, ça pourrait être un peu plus politisé. Et moi, c'est très politisé déjà Code 93, donc j'avais déjà toute la matière. Ça ne me posait aucun problème de rajouter à chaque épisode 5 ou 6 séquences qui se passeraient dans le niveau de la politique.
Et là, le réal qui fait ah, carrément, ça pourrait même se passer dans un ministère, et ça pourrait ne pas être des flics, mais des hommes politiques. Alors moi, ça me met un peu, j'ai 17 ans de police dans les pattes, je suis jamais rentré dans. Enfin, j'ai jamais fait de politique, et le mec de la chaîne me regarde, il fait ah, mais carrément, il se serre la main, il se lève, et puis dans l'ascenseur, il me regarde, il me fait c'est bon pour toi? Je dis mais absolument pas, c'est pas bon pour moi, c'est pas mon livre, il faut tout que je recommence, que je change les personnages, que je change le lieu, que je change absolument tout, mais pourquoi tu vas où? Oui, on pourrait faire, ça pourrait se passer dans un ministère. Et voilà, et là il y a tout qui s'écroule. C'est-à-dire que c'est brainstorming de gens qui ont beaucoup d'idées. Nous, derrière, c'est à nous de tenir les promesses qu'ils engagent. Donc en ça, c'est un peu compliqué. Voilà. C'est très bien. Alors ça, j'ai envie de poser cette question à René, par exemple. Comment on peut passer d'un épisode, d'une écriture d'un Alice Nevers, qui est une série qui est commencée, au Sang de la Vigne, par exemple, qui est un autre type de série, etc. Comment on peut se ramarrer sur quelque chose qui existe déjà, où on n'a pas... Est-ce que c'est plus difficile que de partir sur une série qu'on a créée, par exemple? Je pourrais poser une question après à tous vos autres. Quand je travaille à la télévision, par exemple, sur les séries, au début, j'ai appliqué le même système que j'appliquais aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on n'est pas auteur, on est réalisateur, et normalement, aux États-Unis, on reconnaît une série à son visuel. Et les premières secondes, tu sais si c'est 24 heures, si c'est House of Cards, tu sais. Il y a un visuel, il y a une gamme visuelle. Et donc, chaque metteur en scène, à moins que ce soit le créateur de la série ou le réalisateur qui fait le pilote de la série, parce que lui, à ce moment-là, il amène une création visuelle, tous les autres metteurs en scène, tous les autres réalisateurs, normalement, sinon la série ne serait pas la même sur les 24 épisodes, respectent une charte. Donc, moi, sur certaines séries françaises, j'ai eu aucun problème à les respecter ou à admettre ça sans me prendre pour l'auteur de la série, puisque je travaillais exactement comme aux États-Unis pour cette partie-là. Par contre, sur certaines séries, par exemple, tu prenais Alice Nevers, on m'a confié, si tu veux, le changement il y a déjà plusieurs années, d'Alice Nevers, qui était une série, espèce de comédie policière qui s'appelait Le juge est une femme, où en fait, il y avait une femme et qui tous les flics autour étaient amoureux d'elle. Et un jour, il y a Takis Candili, justement de TF1, qui m'a demandé, avec Pascal Brognaud, la productrice, si je pouvais m'occuper d'un changement de charte visuelle, en amenant mon bagage de série américaine, en respectant le fait que c'est une série française, sans en faire une série américaine, mais en modernisant, en changeant les choses. Et donc, je dis, qu'est-ce que je peux changer? Et on m'a dit, tout sauf la comédienne principale. Donc à partir de là, la comédienne principale, j'ai changé le ton. On est passé du lundi soir, qui est comédie policière, au jeudi soir, qui est la case drama, qui est un peu la case reine de TF1. Et du coup, au lieu d'être une femme, disons, qui était entourée de gens qui la trouvaient très belle et qui étaient tous amoureux d'elle, j'aurais dit, écoutez, moi, la seule idée que je peux amener pour retravailler l'ensemble, c'est une idée simple, c'est un mot très simple, ça s'appelle outro. Depuis outro, on sait que la justice est faillible. Donc à partir de là, il faut qu'elle puisse se tromper. Elle n'a pas raison sur tout, elle ne sait pas tout. Les gens dans sa vie, c'est pas aussi reluisant que ça, c'est un drame, c'est une femme face au crime. Et du coup, on réoriente complètement les codes, y compris les codes visuels, pour créer une marque qui est toujours à l'écran aujourd'hui, 6 ans après, avec un système où, en créant en faisant en sorte qu'elle ait mis en tôle le père de son fils, par exemple, enfin en ramenant, si tu veux, des enjeux qui sont moins bleuettes. Et du coup, ce triangle amoureux avec le flic qui est avec elle, etc., fonctionne maintenant depuis 5-6 ans. Mais c'est sur un point de vue de départ où il y avait effectivement un directeur de chaîne qui était un peu plus, qui osait un peu plus, qui était justement Takis dont on parle, qui à un moment donné te donne les clés, si tu veux, pour faire quelque chose. Mais si tu n'as pas cette situation, quand tu fais le sang de la vie, ça existe depuis toujours, à ce moment-là, c'est le plaisir de ne pas être responsable de tout. De dire, tu vas travailler avec un grand comédien qui est Pierre Arditi, il y a une rencontre à ce moment-là que tu vas faire, et puis tu vas faire en sorte moi je visionne les épisodes qui précèdent, donc je comprends la gamme visuelle. À partir de là, j'amène pas ma gamme visuelle si on ne me demande pas.
je connais le code, je vais faire en sorte de pousser un tout petit peu plus les choses de manière à ce que parce qu'on fait un peu ce qu'on appelle un upgrade, tu vois, comme dans les ordinateurs ou les programmes ou les applications, c'est-à-dire comprendre les codes et un peu les augmenter, les pousser un tout petit peu plus pour que la série vieillisse moins vite. À ce moment-là, tu rends service aux producteurs, tu rends service à la chaîne, tu rends service aux gens qui aiment cette série et qui ne veulent pas qu'elle s'arrête. Donc si tu veux, ton rôle à ce moment-là, c'est pas un rôle de créateur, c'est un rôle de chef d'orchestre qui fait en sorte que la série reste sur les rails et qu'à l'intérieur de son langage, tu pousses un peu les choses, tu augmentes, tu fais un meilleur vin si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est toujours du vin, et c'est toujours le même. Donc la pression à ce moment-là... Du médoc en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Tu fais en sorte, et alors tu peux passer comme ça, moi j'ai passé je peux te dire, Alice Nevers à Alex Santana, à comment dire, Rhys, qui n'a rien à voir au niveau de la gamme visuelle, Je le sens de la ville, Mangeville, qui n'a rien à voir. Ou même les derniers épisodes de Julie Lescaut, où d'un coup, Véronique Jeunesse, elle en était à son 99e épisode, et quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, écoute, on m'a dit de faire le dernier épisode, et on m'a dit qu'ils attendaient que ce soit comme un pilote, un dernier qui soit comme un premier. Est-ce que tu es prêt à le faire, ou est-ce que tu vas faire le 99e? Parce que selon ce que tu me dis, j'accepte ou pas. Parce que, si vous voulez, à un moment donné, le problème, on en parlera peut-être, je ne sais pas si ça va vers là, mais nous on en parlait à la table tout à l'heure, c'est-à-dire que les acteurs récurrents des séries prennent en otage le producteur, prennent en otage la chaîne, ils deviennent insupportables, ils sont en rapport d'amour et de haine avec la série qu'ils font, et finalement ils font vivre un enfer à la plupart de l'équipe. Donc quand on arrive sur une série et que vous êtes le réalisateur numéro 99, vous ne vivez pas les mêmes choses que quand on vous demande de corriger la galerie visuelle ou de faire un épisode spécial. Donc après, c'est un peu à vous d'accepter ou de refuser en fonction des possibilités financières que vous avez de travailler sur tel chute ou tel truc. Moi, un acteur donc on parlait tout à l'heure, qui vient à la lecture, parce qu'on se réunit avec la lecture pour lire les textes, et donc on attend que les acteurs jouent le texte, pas qu'ils soient sur leur portable en train de ballonner. On veut qu'ils jouent devant tous les autres, pour voir, que les scénaristes voient si oui ou non la scène, elle sonne. Si elle sonne pas, faire les corrections. Enfin, ils ont d'un coup la chance, hors caméra, de voir si leur texte fonctionne. Normalement, le réalisateur qui est là, qui est dans la scène, il n'est pas là pour écouter les gens, il est là pour dire « Oh, mais tu joues là ou quoi ?» Donc, pour avoir les couilles de dire ça, il faut avoir une importance dans l'équipe. Si vous ne l'avez pas, il suffit de pas accepter le job. Donc c'est toujours une relation difficile entre les concessions à faire et les concessions à ne pas faire. Quand on ne vous demande pas de changer la gamme visuelle et de faire un épisode 109, vous faites l'épisode 109. Mais sinon, il y a des choses dans le métier après qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Et après, c'est la personnalité de chacun, et c'est le destin de chacun aussi. On dit « Ah non, lui c'est un chieur, je ne veux pas travailler avec lui. Oh non, lui il va nous faire chier. » Bon. Et donc, les relations avec la chaîne sont toujours un peu difficiles comme ça. Mais la vie du scénariste qui est seulement scénariste, c'est vraiment la pire qui soit. Et la liberté, il ne l'a pas du tout, ça c'est sûr. Alors, c'est tellement passionnant que vous pourriez en parler pendant des heures. Et puis, on est un peu limité dans le temps, donc c'est peut-être l'occasion maintenant de laisser la parole au public qui doit avoir, j'imagine, encore beaucoup de questions posées. Oui. Bonjour messieurs, moi j'ai une question qui est pour Olivier Norac. Donc Olivier, on se connaît un petit peu et il me semble que tu as fait un téléfilm sur le tueur de l'Est parisien, Guy Georges, et je voulais te demander si tu trouves qu'il est plus intéressant de partir sur une pure fiction ou sur une adaptation justement de quelque chose qui s'est vraiment passé. Voilà, est-ce que tu t'épanouis plus dans quelque chose que tu as créé, que tu essayes de mettre en image, ou d'un support vraiment qui est déjà un peu déterminé? C'est toujours un truc de création, je vais être très court, c'est toujours un truc de création, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut créer quelque chose, on est des murges, on invente tout. Le problème qu'on a eu pour Guy Georges, c'est qu'il y a des parents des victimes qui sont encore en vie. Donc on ne pouvait pas raconter tout et n'importe quoi. D'ailleurs, moi j'ai eu un tout petit souci avec ce téléfilm, c'est qu'à un moment donné, il faut mourir un policier, ils le font se suicider. Alors que le policier est allé jusqu'au bout de cette enquête, il avait un cancer,
il est allé jusqu'au bout de cette enquête, et une fois qu'il a entendu Guy Georges, et que Guy Georges lui a dit « oui, c'est moi qui ai assassiné », 2-3 jours après, il mourait. Donc en fait, son corps a tenu jusqu'au bout, et c'est le fait d'être flic qui l'a maintenu en vie, en fin de compte. Et au moment donné où il a eu ses aveux, et voilà, il est devenu beaucoup plus faible, et il est mort très rapidement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on doit faire attention quand on parle de la vie de gens, et que surtout, nous, nos sujets sont des sujets dramatiques, c'est pas des brouettes. Donc ce sont des sujets dramatiques qui impliquent donc des victimes, des familles de victimes, des conséquences et des dommages collatéraux. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Il faut parfois être trop proche de l'histoire. Parfois les histoires sont beaucoup plus romanesques que nos livres, parfois nos livres ne sont plus que les histoires. Mais c'est vrai que quand on invente une histoire toute seule, on est seul capitaine à bord, en tout cas dans un roman, on est seul capitaine à bord, et moi je trouve ça plus agréable que d'écrire la vie de quelqu'un. Surtout que si la personne est en vie, il faut se la coltiner. Aux lectures, ouais, moi je vais pas ça comme ça, et tout ça. Par exemple, quand on a fait ce film, Martine Monteil est venue, et Martine Monteil c'est vraiment un film que je respecte énormément parce que j'ai bossé sous ses ordres. Et ça a été la personne la plus simple à travailler, mais j'imagine qu'il peut y en avoir des plus complexes. Elle est arrivée, elle nous a dit écoutez, moi je ne demande pas grand chose. Ne me faites pas vulgaire, je suis bonhomme, je suis un peu rentre dedans, mais je suis pas vulgaire. Et mon mari, je voudrais que l'acteur soit beau, parce que mon mari il est beau. C'est tout, voilà. Après pour le reste, elle nous a fichu oui, le père royal. Mais actuellement, je sais que Yves Régnier travaille sur un Patrick Dils, et ça a été très très compliqué de travailler avec Patrick Dils, parce qu'il il est terrorisé par son image, et par l'image que va rendre de lui le téléfilm d'1h30. Assassin, pas assassin, mystère, pas mystère, il est terrorisé par ça, et donc ça a été assez complexe de travailler avec lui, m'a dit Yves Régnier. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai dit que ma réponse est courte. Je crois que je c'est plus facile sur quelque chose qu'on invente entièrement, parce qu'à même à un moment donné, quand on n'est pas content, on peut se dire non, mais je change tout. Et on va pas appeler quelqu'un pour dire en fait ta vie, je vais tout la changer. C'est un peu complexe. Il peut y avoir des problèmes de prescription aussi, il faut faire très attention sur certaines affaires, malheureusement. Une réflexion pour rebondir. Oui, je voulais juste, parce que ta question m'a fait penser à un truc et je vais questionner justement mes camarades là-dessus. En travaillant pour des projets en France, et dans tous les supports pour le coup, je me rends compte qu'il y a une énorme différence entre la manière anglo-saxonne de raconter une histoire en s'inscrivant dans la fiction et l'acceptation qu'ont, en tout cas les professionnels qui sont censés produire l'objet de la fiction, de ce que c'est que raconter une histoire, où eux, il y a un principe de réalisme et de réalité qui a l'air d'être beaucoup plus fort, comme une espèce d'épée de Damoclès autour de toutes les histoires, que les anglo-saxons, eux, prennent des libertés bien plus importantes que nous. Les fictions historiques, mais dans le polar, dans les procédures, etc. Nous, tu as souvent des interlocuteurs qui disent « Ah non, mais attendez, là, vous avez vérifié le truc, est-ce que c'est bien vissé, ça ? Est-ce que c'est possible historiquement ? Il faut qu'on aille voir un historien, parce que tu comprends, moi j'ai fait Acquisition avec Nicolas Cuche, donc, série sur un inquisiteur, je peux vous dire que l'histoire, on l'a revisitée à tort et à travers, mais on a eu des gens qui nous disaient « Oui, mais le nombre de nœuds, là, des cisterciens, ils ont 7, etc. » Et en fait, je me suis rendu compte avec l'expérience que c'était culturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas en France, j'ai l'impression, et d'ailleurs ça se voit dans le livre, c'est-à-dire que le secteur young adulte ou divertissement ou merveilleux que peuvent avoir les Anglais ou les Anglo-Saxons, qui sont des marchés énormes, je parle d'Harry Potter entre autres, mais de tout ce marché-là, et ben nous, un auteur qui ferait Harry Potter, autant vous dire que c'est de la sodo, quoi. Enfin, autant vous dire qu'il n'oserait pas le dire, parce que c'est pas un marché qui existe vraiment en France. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui le lisent, mais on a l'impression que c'est pour les gamins. Moi j'ai fait de la BD pendant 15 ans, et j'avais plein de collègues qui pouvaient même pas dire qu'ils faisaient de la BD à leurs parents, parce qu'ils pensaient qu'il fallait qu'ils trouvent un vrai travail, quoi. C'était pas possible. Et je pense qu'il y a un problème sur la notion de divertissement, qui est parfois relié à la notion de fiction, et qu'on a une culture en France du réalisme dans tout, aussi bien dans le polar que dans l'historique, et on a envie que ça soit très proche de la réalité, etc. Alors qu'on peut raconter des histoires en changeant de cadre et en nous plaçant dans un monde qui est crédible, mais qui n'est pas réaliste, parce que c'est de la fiction. Et on peut le faire dans tous les genres, en fait. Question, encore, des petites questions vite fait. Est-ce que vous avez une voix assez forte ? Allez-y. En tant qu'auteur, j'ai entendu parler du sang de la vie, par exemple. Moi, j'ai travaillé dans la BD. J'ai adapté en BD le sang de la vie. Pourquoi un tel décalage entre les romans et les séries télé ?
Est-ce que c'est cette ménagère? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est la chaîne? Et c'est pas spécial à là où sont la ligne. Il y a Glacé actuellement qui vient de passer entre le roman et... En fait, on l'a à peu près abordé, c'est le concept de filtre. C'est-à-dire qu'il y a un roman, voilà, et si jamais on fait un roman, si jamais on fait un film ou une série de Surtension, il faut être sûr et certain que ça n'aura quasiment strictement rien à voir avec Surtension. On va garder les personnages, on va garder l'endroit, mais en fait, on ne passait pas... C'est-à-dire que c'est deux expériences complètement différentes. Souvent, on dit quand on sort du cinéma, ah bah le livre était mieux. Non, le livre était pas mieux, le livre était différent. Ça n'a strictement rien à voir. Déjà, c'est pas les images que vous aviez. Voilà, vous voyez pas cette vie, vous voyez pas ce héros. Mais là, pour le coup, voilà, vous avez tout imaginé avec vos propres contextes et votre propre histoire. Donc c'est pour ça que c'est différent, mais c'est aussi que c'est différent entre le produit livre et le produit terminé. C'est parce qu'il y a eu... Ah, c'est Nicolas Lebel. Vous vous intéressez à son travail, il écrit des choses pour enfants. Entre 60 et 80 mots de vocabulaire, c'est assez intéressant. Labrador peut le lire. C'est ce que j'ai entendu. Donc voilà, il y a ce bouquin-là, on veut en faire un film. Voilà, on apporte les deux pour faire un film. Donc il y a la vision du scénariste, déjà ça a changé, parce qu'on ne peut pas faire toutes les scènes, parce que c'est trop cher, on ne peut pas mettre tous les personnages, parce que c'est trop cher. Il y a la vision du réalisateur, la vision du producteur, la vision du diffuseur, et à la fin ça arrive sur votre télé ou sur votre écran de cinéma. Donc obligatoirement, vu qu'il y a 5 filtres, il y a 5 réécritures de l'objet originel. Donc obligatoirement, c'est complètement différent. Donc n'allez pas voir un film, vous n'allez pas voir par exemple Glacé de Bernard Minet, qui à la base est un mauvais livre, qui est en fait une bonne série. Mais le truc c'est que ce que vous avez lu dans Glacé, obligatoirement vous ne l'aurez pas à la télévision, parce qu'il y a eu 5 filtres différents. Et souvent, il y a même des réalisateurs qui ne vont même pas à la première, parce qu'on a oublié le filtre de la prod, il y a le filtre du monteur. Le monteur vidéo va raconter une nouvelle histoire. Et il y a des réalisateurs qui ne vont même pas à la diffusion de leur film parce qu'ils se sentent trahis par le montage qu'on a fait de leur film. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a 7 ou 8 points qui vont modifier l'œuvre et qui vont faire qu'à la fin, c'est pas que c'est moins bien ou pas moins bien, c'est que c'est complètement différent. Vous allez voir un film tiré d'eux, mais c'est pas le livre, c'est pas la pièce de théâtre. Donc jamais vous ne verrez, ou alors très 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 rarement, une reproduction fidèle. Si ça a été fidèle, c'est que tout le monde était d'accord pour aller vers ce projet et que les 6 filtres étaient fans du livre à la base. Mais généralement, c'est pas le cas. Est-ce que c'est pas frustrant du coup? C'est pas frustrant pour un auteur de voir autant de filtres? La première fois, j'imagine, au bout d'un moment, on se dit, bah voilà, c'est comme ça. Moi, je suis dégoûté. Je crois que je vais éteindre la télé. Je vais même pas avoir un ticket de cinéma. Ah, ça n'avait pas le moral. Allez, on va bientôt y aller. Une dernière question, allez, une dernière. Parce qu'ils sont là pour profiter, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, bon, mais on les remercie. Merci à vous de avoir livré le secret de l'écriture. Merci à vous.